Voilà. Cette conférence est maintenant enregistrée et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir bien plus qu'un collègue. J'accueille mon ami Jean-Luc. Plusieurs d'entre vous connaissez Jean-Luc comme un formateur ou un coach leader et coach mentor chez Coaching de Gestion. Et vous connaissez sa grande humanité. C'est aussi quelqu'un qui ose remettre en question ce que parfois on prend pour acquis. C'est celui qui va vous dire « Ah bon, on peut pas? Et pourquoi pas? » Déjà, quand il était jeune, bio-ingénieur, jeune belge, il est parti s'épanouir en Afrique. Il avait à peine 24 ans. Et jusqu'au jour où il a été pris dans une fusillade. Une balle lui a fait perdre définitivement la vue. Il va vous en parler un petit peu. Il avait alors 35 ans. Et par la suite, il a expérimenté la réussite dans ce changement de vie. Il est devenu chargé de projet dans une ONG qu'il a lui-même créée. Il est devenu musicien. Il est devenu un coach leader après avoir terminé le programme chez Coaching de Gestion. Il a même amené Nawewe au tapis rouge des Oscars en 2011. Nawewe, c'est le scénario d'un film qu'il a écrit et c'est un bijou. Très beau film. Et Jean-Luc, c'est une personne à qui j'envoie des cartes postales de mes vacances en mots pour qu'ils puissent les visualiser. C'est un grand visuel, Jean-Luc. Toi, mon ami, qui me rappelle les vraies priorités chaque fois qu'on échange, avec tes sagesses subtiles, des fois moins subtiles. Jean-Luc, je vais être avec toi pendant toute la conférence. Et je vais me faire un plaisir de t'assister quand on a besoin. Et c'est tout un honneur pour moi de me faire discrète et de te céder la parole. Merci Nadine, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à Coaching de Gestion de me laisser la possibilité de m'exprimer. Je vais essayer de rester sage et merci à vous tous d'être là. J'espère que vous êtes bien installés au chaud pour ce 21 décembre, ce solstice d'hiver, une longue nuit devant nous. Et j'ai le plaisir vraiment de pouvoir passer un petit moment avec vous et de partager plein de choses. Ce que Nadine vous a pas dit, c'est qu'en fait, j'ai fait ma toute première conférence en 2009. J'étais au Burundi, au téléphone, avec Coaching de Gestion. Et à cette conférence, j'avais expliqué en quoi le coaching m'avait aidé dans mon parcours personnel. Et aujourd'hui, avec le recul, je vais essayer de partager avec vous ce que mon parcours, je crois, peut apporter au coaching. Les choses sont renversées et voilà, je voudrais partager ça avec vous. Alors, ne vous attendez pas, il n'y aura pas de PowerPoint parce que je vais vous parler de mon vécu. Il n'y aura pas de biographie parce que voilà, je reste avec mon vécu, et mes partages. Ce que je vais partager avec vous, c'est encore en réflexion, c'est en maturation, c'est en expérimentation. Et puis quand on fait du coaching, je crois qu'on est toujours en expérimentation. Donc, ça me fera très plaisir d'avoir vos commentaires, vos points de vue, vos critiques à la fin, parce que je crois que ça permettra d'avancer. L'idée était simplement, éventuellement, de partager, éventuellement, si je peux inspirer quelqu'un, tant mieux, je serai très, très satisfait. Donc, je suis désolé, il n'y aura pas de PowerPoint parce que je crois que je vais parler avec mes tripes, avec mon cœur. Et les tripes et le cœur, je crois pas que ça rentre sur un tableau Excel. Donc, je vais vous parler simplement comme ça. Alors, de quoi je vais vous parler Nadine vous l'a dit, on va parler coaching et résilience. Alors, je m'adresse à des coachs, donc j'entends déjà votre question, mais c'est quoi, Jean-Luc, tout ça pour toi? Très bonne question. Le coaching, ça je vous réfère à c'est quoi le coaching, à la formation de coaching de gestion que j'ai suivi avec plaisir et que j'ai le plaisir de partager avec beaucoup de participants comme vous. Par contre, la résilience, c'est quoi? Alors la résilience, c'est une très bonne question parce que la résilience, on la met pour le moment à toutes les sauces, on la voit partout, la résilience. C'est un vieux terme en fait qui a été utilisé depuis l'Antiquité, qu'on utilisait au niveau juridique. Maintenant, on l'utilise aussi pour tout ce qui est écologie.
La résilience, c'est quoi? C'est tous ces écosystèmes, ces animaux, ces plantes qui s'adaptent, qui doivent s'adapter à un changement de climatique. Ça existe aussi la résilience, on l'utilise en physique. Si vous prenez une balle en caoutchouc, vous l'écrasez dans la main, elle devient ovale, vous la posez sur votre bureau et elle va reprendre sa forme initiale. Elle va revenir comme avant. Mais ça s'appelle une force de résilience. Mais je ne vais pas vous parler de physique, d'écologie, on va parler humain. Alors, j'ai cherché un peu des définitions et Nadine vous l'a dit, malgré mon handicap, je suis resté très visuel et m'est venue une image. La résilience est souvent liée à un obstacle, à un traumatisme. Et quand je pense obstacle, moi j'ai tout de suite pensé obstacle d'équitation. J'ai fait plein d'équitation dans ma jeunesse, j'en ai fait même après mon accident. Et en équitation, on fait même des concours d'obstacles. Alors vous voyez les obstacles, là, ce sont des barres horizontales en bois comme ça qu'un cavalier doit franchir avec son cheval, de préférence avec son cheval. Et quelles sont les attitudes qu'on peut avoir devant un tel obstacle? Eh bien, la première, c'est presque le courage, la colère, la volonté, c'est j'arrive avec mon cheval, je fonce et je vais passer au-dessus. Même s'il est haut l'obstacle, je passe, quitte à le faire tomber, quitte à ce que, après le premier, il y en a encore 20 qui me suivent sur le parcours, peu importe. Je fonce, j'aborde l'obstacle. Première attitude. Deuxième attitude, ça arrive parfois, il y a une petite erreur au niveau du cavalier, au niveau du cheval, peu importe, le cheval s'arrête et il évite l'obstacle. Ce qu'on appelle un refus, c'est une fuite de l'obstacle. Et la troisième attitude, c'est celle que nous sommes tous en train de vivre ce soir, c'est on est assis dans son fauteuil, on voit des obstacles au loin, on dit bon, c'est pas pour moi, je regarde ailleurs. Alors vous allez me dire, mais où est la résilience là-dedans? Mais la résilience, pour moi, c'est la quatrième attitude. Vous avez déjà vu un obstacle d'équitation? Vous êtes déjà arrêté devant? C'est des belles barres de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais d'abord, si je sais pas, si j'ai mal aux dents, si j'ai trop d'énergie, je peux en faire, je la couper en 1000 morceaux et en faire des cure-dents. Si j'ai froid, je peux en faire un feu. C'est bien, on est en hiver, là, ça ferait peut-être bien le feu. Ou alors, je peux les planter dans le sol verticalement et ça ferait un mirador. Et en haut, je peux observer la nature, observer les oiseaux. Ou autre chose. Je suis là avec mon cheval devant un obstacle, mon cheval il s'ennuie, il n'a plus rien à faire. Mais tiens, si je lui construisais une écurie avec ces bouts de bois, et si je fabriquais quelque chose, et ça lui fait une écurie super de toutes les couleurs en bois recyclable. Et voilà notre cavalier qui est devenu un architecte écologique en plus. Voilà ma conception, ma vision de la résilience. C'est, je prends un obstacle et j'en fais autre chose. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors j'entends votre autre question de coach, c'est mais même si on peut soi-disant pas la poser, c'est mais Jean-Luc, pourquoi tu vas nous parler de ça? Alors Nadine vous a mis un peu l'eau à la bouche, elle vous a dit un peu voilà, j'ai deux réponses à cette question. La première c'est mon parcours. Je l'ai pas fait exprès, mais j'ai un parcours qu'on est dit de résilient. Comme vous l'a dit, voilà, j'ai commencé bio-ingénieur, j'ai voyagé beaucoup, mais je suis tombé un jour au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai reçu une balle en pleine tête et je suis devenu aveugle. Et maintenant, Nadine vous l'a dit, voilà, je fais de la musique, je m'occupe d'une ONG, j'ai écrit ce film, je suis encore en train d'écrire maintenant un long métrage, on a un producteur, donc on travaille beaucoup dessus, qui va peut-être sortir un jour. Et je suis coach professionnel. Donc j'ai un parcours, voilà, je le répète, je l'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est un parcours qu'on appelle résilience. Au point où, pas plus tard qu'au mois de septembre, j'étais invité à participer à une conférence au Rwanda dont le thème était la résilience et la créativité. Pourquoi le Rwanda? Vous le savez très bien, le Rwanda, au niveau traumatisme, au niveau obstacle, malheureusement, c'est un pays qui est très mal passé avec le génocide qu'ils ont vécu en 94. Et je me suis retrouvé dans un parterre de psychologues, j'ai fait une intervention, j'ai parlé de mon parcours de résilient. Ça, c'est la première raison, donc je crois pouvoir malheureusement parler de ce que c'est la résilience. Petite parenthèse, mon parcours est loin d'être exceptionnel, il y a plein de gens qui rebondissent et ça arrive partout. Je peux vous citer des dizaines d'exemples. Il y a par exemple ce jeune Marocain qui a perdu le bras et jambes suite à la foudre et qui maintenant traverse la Manche, traverse les détroits à la nage. Donc il y a plein d'exemples comme ça. C'est loin d'être exceptionnel, mais c'est quelque part humain.
La deuxième raison qui me pousse à parler résilience et parcours de résilience, ben, je vous invite à faire cette expérience. Moi, j'ai entendu ça à la radio, mais je vous invite à le vivre. Samedi soir, prenez votre voiture et allez un peu dans une boîte de nuit et vous allez voir quoi? Vous allez voir plein de jeunes adolescents. Ils sont venus avec la voiture de maman, ils ont l'argent de poche de papa dans les poches, ils ont les derniers vêtements à la mode et vous allez entendre parler de quoi? Vous allez entendre parler alcool, cannabis, ecstasy. Peut-être si vous avez de la chance, ils vont parler un peu sexe. Et puis quoi? Ils vont parler no future, pas d'avenir. Ah, la société, ah, il fait moche. Et vous allez entendre parler du vide. Et puis, le lendemain, je vous invite à aller assister à un match de sport pour personnes handicapées, en chaise roulante ou en tandem. Et qu'est-ce que vous allez entendre? Vous allez entendre des rires, des joies. Vous allez entendre parler avenir, projet. Parce que, pourquoi? Parce que les personnes qui ont vécu la résilience, et ça je l'ai remarqué autour de moi, la plupart, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais la plupart, ils sont quoi? Ils sont dans un état où ils savent que tous les obstacles sont franchissables et ils savent aller à l'essentiel des choses et vivent avec l'essentiel. Ils n'ont plus besoin du futile. Et l'essentiel, c'est la joie et c'est des choses simples. Et moi, j'avais suivi ça à la radio et ça m'avait vraiment interpellé. Je dis, mince, il y a une erreur quelque part. Comment ça se fait que les gens qui ont tout sont mal et les gens qui ont vécu l'horreur vivent bien? Et donc, pourquoi je veux vous parler de résilience? Parce que je crois que c'est un parcours qui peut être intéressant. J'ai pas dit que c'est un parcours facile, c'est un parcours long, fastidieux, mais c'est un parcours qui peut être très riche et amener à de la richesse, amener des choses importantes. Voilà un peu mes pourquoi. Un détail important que je veux préciser, vous allez voir dans ma conférence, évidemment, on parle résilience, donc c'est rebondir sur des obstacles. Je vais vous parler obstacles, je vais vous parler traumatisme. Et il n'y a pas de, c'est très important de se rendre compte qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les traumatismes, il n'y a pas de hiérarchie dans les obstacles. Je vais vous raconter une anecdote. Je reviens du Rwanda où j'ai discuté, donc on a parlé de traumatisme, de gens qui ont vécu un génocide, et je parle à une dame qui est une cliente de mon épouse qui est pédicure, et une vieille dame et alors je commence à dire oui, on a parlé de traumatisme de gens qui ont vécu le génocide, et tout de suite elle m'a interrompu et dit ah oui, moi j'ai vécu aussi un traumatisme, j'ai dû vider la chambre de ma sœur. Et sur moi-même, j'ai tiqué, je dis, mais enfin, c'est de quoi on parle? On compare le génocide d'une population pauvre à une dame bien nantie qui a dû vider la chambre de sa sœur. Et puis, j'ai vite remis ma casquette de coach. Je dis, ben oui, elle a raison. Elle a vécu ce traumatisme. Il n'y a pas de hiérarchie dans le traumatisme. Ça dépend du vécu, ça dépend du ressenti de la personne. Et dans mes partages d'aujourd'hui, je vais vous parler de différents traumatismes. Ça peut être quoi? Ça peut être la perte d'emploi, ça peut être une société qui ferme, ça peut être une maladie invalidante, ça peut être un burn-out qui fait juste que passer, ça peut être comme moi un accident, ça peut être plein de choses, un traumatisme. Et je vais vous parler de deux exemples un peu caricaturaux, mais je crois qu'ils peuvent parler. Un traumatisme, ça peut être un homme d'affaires qui, à 50 ans, se fait mettre à la porte de sa société parce que les actionnaires ont décidé qu'il avait autre chose à faire. C'est du vécu. Il y a un certain Steve Jobs qui l'a vécu. Et ça peut arriver. Et la personne, pour elle, c'est un traumatisme. Il perd son boulot, il perd son emploi, il perd sa raison de vivre. Un autre exemple, peut-être caricatural, mais il est humain. C'est votre voisine. Vous savez, la vieille dame qui a 90 ans et qui a perdu son chat. Elle a perdu sa raison de se lever le matin. Elle n'est pas bien. Et c'est un traumatisme. Et il n'y a pas de hiérarchie. Moi, mon traumatisme que j'ai vécu, il n'est pas plus fort ou moins fort que tous les autres. Donc, quand je parle de traumatisme, c'est l'accueil, ça dépend le ressenti de la personne, comment elle le voit. Vous pouvez dire un chat, c'est rien, mais pour cette dame, c'est peut-être le plus important au monde. Donc, voilà, c'est ça que j'ai essayé de parler. Alors, avant de venir au coaching, je vais peut-être vous parler de ce que c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Mais c'est d'abord quelqu'un qui est dans les émotions, et plein d'émotions fortes. Ça peut être de la colère, bien entendu. C'est un sentiment d'injustice. C'est la tristesse. C'est la peur aussi. C'est la peur de vivre, la peur d'affronter les choses. C'est plein d'émotions fortes, évidemment, quand on vient de vivre ce traumatisme, évidemment.
C'est aussi quelqu'un qui peut se placer comme victime, en vouloir à tout le monde. C'est horrible ce qui m'est arrivé, c'est horrible la vie, c'est horrible le monde, c'est que des méchants. C'est aussi quoi? Aussi quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Et ça, je vous ai dit, c'est mon vécu qui parle, mais aussi c'était des choses que j'ai appris en échangeant avec un philosophe qui a travaillé sur le traumatisme et qui m'a permis à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme se retrouve en fait devant 3 difficultés principales, et pas des moindres. La première, c'est l'identité. Je suis quoi maintenant? J'étais ingénieur agronome, amateur de moto, je faisais de la moto, je faisais de la photo, du dessin. Et maintenant, je suis quoi? Un handicapé, je suis quoi? Notre homme d'affaires, là, qui était homme d'affaires, chef d'entreprise, il est quoi maintenant? Il est un demandeur d'emploi, quelqu'un qui doit tendre la main. Et notre dame, là, qui était heureuse d'avoir son chat, elle est quoi? Une vieille dame triste. C'est quoi l'identité? Je suis quoi après? Et je vous raconte une anecdote, c'est que moi après mon accident, j'ai été suivi par une assistante sociale de l'AI Braille, et à un moment je lui dis mais c'est dur d'accepter ce qui m'est arrivé, j'avais 35 ans, et elle dit mais monsieur, il vous faudra 10 ans pour accepter ce que vous avez vécu. Et elle avait raison, il m'a fallu 10 ans, et encore le mot accepter, je l'aime pas, il m'a fallu 10 ans pour intégrer ça, pour dire ok Jean-Luc, ça fait partie de toi, ça me fait chier, excusez-moi le mot, mais j'en ai pas d'autre. Mais voilà, ça fait partie de moi, il faut l'intégrer, donc il faut se refaire une identité. Ça, c'est la première grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est quoi? C'est et les autres? Je fais quoi? C'est dingue, hein? Moi, je revenais d'Afrique, c'était la fête à la maison, mes parents, on faisait un repas, on rassemblait toute la famille. Et là, je suis revenu, et dès que je fais un pas dans la maison, j'ai ma mère qui pleure derrière. Et c'est dur. Excusez-moi. Et tout change, les relations avec les autres changent complètement. Heureusement, il y a des gens qui sont sympas, qui sont très forts. On a une épouse qui se renforce, qui est là avec soi. On a les copains. Avant, ils venaient les copains, venaient moi. Et Jean-Luc, comment ça va? Mais ils peuvent plus me poser la question comment ça va, parce que je suis là avec mes bandeaux sur la tête, avec mes cicatrices. Ils peuvent plus. Et les relations changent avec les autres. Notre homme d'affaires. Oula, excusez-moi, je vais trop loin. Je m'attendais pas à ce que ça remue tant de choses en moi. Notre homme d'affaires, il est là. Avant, il rentrait dans les cocktails en se disant ouais, chouette, je suis l'homme d'affaires. Et maintenant, quand il rentre dans un cocktail, il y a un silence. Parce qu'on dit wow, c'est le mec qui a plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Les relations avec les autres, ça change tout. La troisième difficulté, je vais essayer de passer à travers. La troisième difficulté, c'est quoi? C'est et demain, je fais quoi? Je passe à quoi maintenant? Je fais quoi maintenant qui suis avant, j'allais sur mon terrain, je pouvais travailler. Maintenant, je fais quoi? Notre homme d'affaires, il fait quoi? Et on se retrouve devant comme ça une impasse. Je fais quoi demain? Et quand j'ai dit ça à nouveau à cette dame, cette assistante sociale, j'ai dit mais c'est dur parce que je dois tout recommencer à zéro. Mais elle a dit monsieur, vous vous trompez, vous êtes à moins que zéro parce que avant de démarrer quelque chose, il faut d'abord que vous oubliez, que vous tourniez la page. Et tout à l'heure, vous avez souri quand je vous ai parlé de ce cavalier qui était devenu architecte. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec sa bombe, avec sa cravache, avec sa botte et sa selle? C'est une question à poser, c'est un parcours difficile à faire. Donc voilà, ça c'est les 3 grosses difficultés qu'une personne qui a vécu un traumatisme doit affronter. Et si j'avais rencontré François Quézin, à ce moment-là, il m'aurait demandé, mais Jean-Luc, où tu en es avec tes 5 besoins identitaires? Je ne vais pas reprendre les références bibliographiques, je ne les ai pas en tête, mais c'est des besoins qu'on doit tous affronter, qu'on doit tous dépasser. François les utilise souvent et moi j'utilise aussi en coaching. Mais s'il m'avait posé la question, c'est quoi le besoin identitaire? Mais besoin de sens. Je me suis fait tirer dessus, je suis aveugle, qu'est-ce que je fais quoi? Il n'y a plus de sens. Il s'est fait mettre à la porte, il n'y a plus de sens. Zéro pour les sens. Le deuxième besoin identitaire, c'est la reconnaissance. Qui va me dire merci parce que je me suis fait tirer dessus. Vous allez me dire, le chef d'entreprise, il s'est fait remercier, mais bon, c'est pas ce genre de merci qu'il voulait. Et la vieille dame, avant, elle avait son chat qui lui disait bonjour tous les matins, qui se caressait. Elle a plus remerciement. Zéro. Besoin de sécurité.
Quand on s'est fait tirer dessus, quand on a perdu son emploi, quand on a perdu un être proche, sécurité, zéro. Besoin d'appartenance. J'appartiens aux handicapés, il appartient aux demandeurs d'emploi, il appartient aux vieilles dames tristes. Aucun intérêt, je suis à zéro. Besoin d'action. Je fais quoi? Je vais où? Zéro. Zéro partout. Alors, voilà la situation d'une personne qui a eu un traumatisme. Je vais peut-être à l'extrême, mais c'est ça, en grande partie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'étais entouré de médecins. Alors on a été voir un psychologue. Et j'ai été le voir avec mon épouse, parce que là, je parle de moi, mais les proches souffrent aussi. Quand il y a un traumatisme, ils souffrent tout autant que nous, si pas plus. On a été voir un psychologue. Et après 2 fois, après 2 séances de coaching, mon épouse et moi, on s'est regardés, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Et je vais vous dire, j'ai compris notre vie, notre sentiment de vie, j'ai compris il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Parce que quand j'ai fait mon intervention lors de ce séminaire, ce colloque au Rwanda, on était devant plein d'universités. Il y avait des gens du Chili, du Canada, des États-Unis. On était devant à peu près 150 personnes qui viennent étudier les traumatismes. J'ai fait mon intervention, j'ai parlé de mon parcours. Et la seule intervention qu'il y a eu, c'est un psychologue qui a dit, mais si j'avais reçu M. Penning dans mon bureau il y a 20 ans, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que je n'avais pas les outils. Et j'ai compris alors le vide dans lequel Antoinette, mon épouse et moi, on s'est retrouvés à ce moment-là, parce que le psychologue l'a dit, il n'a pas les outils. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un psychologue, un psychiatre, c'est avant tout des médecins, c'est des thérapeutes. Et qu'est-ce qui a soigné devant une telle blessure? Qu'est-ce qui a soigné devant une personne qui est handicapée? Il n'y a rien à soigner. La blessure est ouverte et elle va rester ouverte. Moi, je suis toujours étonné par tous ces gens qui ont vécu, par exemple, les camps de concentration et qui, 70 ans, 80 ou 70 ans après, viennent vous, ils en parlent encore. Ils viennent à vous, ils parlent. La blessure est ouverte et elle se fermera jamais. Il n'y a rien à soigner. Il y a juste à accepter. Donc, quand les psychologues me disent, j'ai pas les outils, oui, ils n'ont pas les outils. S'ils veulent aborder de façon thérapeutique. Alors, tout ça, j'en viens à la question que je me pose, que je me suis posé et que je vous poserai aussi, c'est, et nous les coachs, est-ce qu'on a les outils pour faire ça? Qu'est-ce qu'on fait si on avait reçu, si moi, il y a 20 ans, avec mes outils de coach, j'avais reçu Jean-Luc Penning dans mon bureau? Qu'est-ce qu'on fait avec un cas pareil? Est-ce qu'il y a moyen de l'aider à franchir ce qui est infranchissable? Alors, je vais commencer par les outils qui me paraissent les plus importants et peut-être les plus faciles, ou peut-être pas forcément les plus faciles. Le premier, c'est l'accueil. Et ça, on a appris, c'est accueillir la personne sans jugement, laisser la porte ouverte. C'est son traumatisme, c'est son mal. Il est là. Accueillir les émotions et même aller chercher les émotions parce qu'il faut qu'elles sortent. Moi, mon premier sentiment, je vous ai parlé de tristesse, sentiment d'injustice. Si j'avais pas eu mon épouse qui m'avait permis d'exploser, de faire sortir mes émotions, mais je serais parti au suicide. C'est la première chose qui venait en tête, c'est en finir. Donc il faut qu'elle sorte. Regardez ces jeunes qui se font exploser avec une ceinture et qui vont tuer les autres. C'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas sorti leur colère. Il faut faire sortir la colère devant un traumatisme. Il faut que les émotions sortent. Et nous, les coachs, on doit avoir cette oreille, on doit faire sortir ces émotions et on a les outils pour ça. Ça s'appelle l'écoute, ça s'appelle l'ouverture, ça s'appelle l'accueil. Un autre outil important, c'est quand la personne vient en tant que victime. Et ça, c'est quoi? C'est responsabiliser. Ok, oui, tu râles sur le monde entier. Oui, le monde est salaud. Oui, c'est horrible ce qui arrive. Oui, la situation est horrible. Mais toi, c'est ta souffrance. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, il y a quand même une limite très importante à laquelle il faut faire attention. Et je crois que si je vous en parle, c'est parce que vous, en tant que coach, vous avez l'oreille pour se rendre compte. C'est quand la personne reste dans la victimisation et reste dans l'injustice et reste même dans un sentiment de vengeance, dans un besoin de vengeance, dans un besoin de justice. Parce que là, elle est bloquée et la résilience, et ça j'en avais discuté avec ce philosophe, il ne peut pas avoir de résilience quand la personne reste dans la situation de victime. Combien de gens disent, oui, tant qu'il n'y a pas eu justice, je ne pourrais pas faire mon deuil. Et donc, il faut d'abord que
ce besoin de justice, ce besoin je dirais, de vengeance, presque, doivent sortir. La personne qui reste dans la victimisation, là, le coach a ses limites. Et là, je vous invite, si vous rencontrez ce cas, c'est de dire, OK, ça, c'est peut-être le travail d'un psychologue, ou c'est le travail simplement du temps, c'est laisser le temps faire, et le temps faire sortir ça. Donc ça, c'est déjà pas mal comme outil. Alors, un autre outil que je trouve génial chez les coachs, c'est qu'on ne doit pas utiliser la question pourquoi. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis fait tirer dessus? Pourquoi j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la chance? Pourquoi la malchance? Alors c'est bien, c'est des superbes questions pour des philosophes, mais pour quelqu'un qui se retrouve sans rien, c'est des questions qui amènent à rien, puisqu'elles n'ont pas de réponse. Autre chose, c'est que c'est aussi une question, le pourquoi, qui peut amener à trop de réponses. Revenons à notre chef d'entreprise. Pourquoi il a perdu son emploi? Ah, c'est à cause de la conjoncture actuelle, c'est à cause des nouvelles technologies, c'est à cause du dollar, c'est à cause de l'inflation, c'est à cause de Trump, c'est à cause de... Il peut trouver 10 ou 20 ou 100 excuses, et ça mène à quoi? Là, je vais vous partager aussi, j'ai un fils comme ça qui a eu des gros problèmes avec la drogue, et pendant 10 ans, il nous a trouvé 10 pourquoi. Ah, c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de copains, c'est à cause de la conjoncture, c'est à cause de pas de boulot, c'est à cause de pas de chance. Et ça l'a amené à quoi? Ça l'a amené à trouver des excuses et à pas avancer. Donc, génial, on n'utilise pas la question pourquoi, parce qu'elle amène à rien. Alors, j'en arrive à l'outil, je crois l'outil principal, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais avec quelqu'un pour qui la vie n'a pas de sens, qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas où il veut aller? Alors là, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est, tiens, oui, mais se fixer un objectif. C'est peut-être ça un très bel objectif. Et c'est un objectif difficile. Nous, en coaching, on apprend la question, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Je peux faire le tour ici des participants. Je crois qu'il n'y en a pas un qui va trouver la réponse tout de suite. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion, encore plus quand on est à zéro, en plus quand on doit recommencer sa vie. Donc, ça peut être quelque chose. La deuxième réponse que je peux vous donner, ben, je l'ai cherchée dans mon vécu. Quelque part, oui, j'ai dépassé les obstacles. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Je me suis mis en action. J'en avais marre d'être dans mon fauteuil à rien faire, d'avoir mes enfants autour de moi qui voyaient un papa assis dans son fauteuil qui attendait que ça passe. Et je me suis mis en action. Et toutes les actions, tout et n'importe quoi. J'ai ma famille, mon épouse, m'ont dit, ben, Jean-Luc, tu dois apprendre le braille. Ben, génial, j'ai appris le braille. Ça m'a mis 1 an. J'ai lu oui en braille parce que c'était facile, soi-disant. Et ça m'a servi à rien. J'utilise jamais le braille. J'ai appris à me déplacer avec une canne blanche. Ah, génial, c'est important. Ça m'a pris 1 an pour faire 1 kilomètre avec une canne blanche. Ça me sert à rien parce que j'ai toujours des amis, j'ai toujours quelqu'un qui me guide. Puis je suis dans mon bureau, je bouge presque pas. J'ai fait quoi? J'ai appris, oui, Nadine a dit, j'ai fait de la musique, j'ai appris la guitare. Oui, c'est bien, ça m'a occupé. Bon, voilà, j'ai fait un CD, j'ai fait quelque chose, mais bon, ça m'occupe pas mes journées. Je joue de temps en temps la guitare, mais très peu. J'ai appris l'ordinateur, j'ai appris à taper les 10 doigts. Avant mon accident, j'utilisais un ordinateur, je faisais la comptabilité, je jouais aux échecs. Et puis là, tiens, c'est bizarre, là, ça m'a servi à quelque chose. J'ai commencé à écrire des histoires, des contes, j'ai écrit des documents de projet, j'ai écrit des scénarios de films, et c'est devenu mon outil génial, c'est mon outil même qui est devant moi, qui est en train de me filmer, qui me permet de partager avec vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec le recul? Je me dis que je me suis mis en action. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toutes les actions. Peu importe l'action. J'ai cette image qui m'est venue, c'est François qui m'a aidé à la voir, c'est qu'en fait, j'avais pas de plan A puisque je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire. Mais j'ai mis en place un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, et je me suis mis en place plein de routes de secours. Et puis, à force d'avoir des routes de secours, ben, de temps en temps, j'en ai pris une, puis une autre, puis il y en a que j'ai laissé au fond du garage. Et puis, tout compte fait, ces routes de secours, ben, il y en a certaines qui m'ont permis de rouler et d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Et j'ai fait quelque chose. Et si je reviens à ce que je vous disais, aux besoins identitaires, mais je me rends compte que, rappelez-vous des 5 besoins identitaires, le sens, la sécurité, l'appartenance, le
Il y en a un qui est mort. Et l'action sur laquelle vous pouvez agir. Mais c'est sur l'action, se mettre en action. Et c'est bizarre parce que une fois qu'on est en action, mais tout le reste suit. Je me suis mis en action. Tiens, maintenant, ça a donné un sens à ma vie. J'avais des choses à faire. Tiens, je me suis levé le matin. Là, ce matin, ça fait cette conférence, je la prépare et j'ai des choses. Ça m'a donné un sens à mon action. Notre homme d'affaires, je reviens à l'action. Notre homme d'affaires, là, qu'est-ce qu'il va? En fait, c'est quelqu'un qui était peut-être créatif et qui a pas su maintenir son entreprise. Mais il a peut-être envie de créer quelque chose. Il a peut-être envie, je sais pas, d'être dehors et il s'est peut-être mis en action. Je prends le premier exemple qui me vient, c'est un exemple d'agronome. Peut-être, il s'est peut-être dit, tiens, moi, je vais essayer de lancer la culture de haricots dans des pots de yaourt. Pourquoi pas? Je m'en fous. Mais du coup, le matin, il se lève pour s'occuper de ses haricots. La vieille dame, elle aimait les animaux. Tiens, mais si elle lançait le premier hôpital pour de validation pour animaux, pourquoi pas? Et elle met son et ça donne un sens à sa vie. Au niveau sécurité, ben tiens, c'est pas mal parce que moi je me sens plus en sécurité de dire je suis coach, je fais des choses. Bon, je gagne pas une fortune encore, mais peu importe, je me sens bien avec ça. Au niveau reconnaissance, waouh, j'ai fait une conférence il y a quelques années, j'ai eu des merci. De temps en temps, j'ai un coaché qui sort de la pièce et qui me dit merci. Et je me sens bien avec ça. Notre homme d'affaires, ben, ces plantes, elles vont pousser. Et même s'il n'a pas un merci venant de la bouche humaine, il y a un merci qui sort d'une plante, de quelque chose, comme la vieille dame. Elle va peut-être trouver un chat qui va nouveau se caresser. Elle aura des merci. Elle aura la reconnaissance. Et l'appartenance. Wow, je préfère dire que j'appartiens au monde des coachs que dire à celui des mondes handicapés. Et notre chef d'entreprise, il préférera dire j'appartiens au monde des créateurs de potagers que d'être je suis un demandeur d'emploi. Donc, voyez, la mise en action a amené tout le reste. Tout le reste s'est construit. Et peu importe si ça prend du temps, et peu importe si mes mises en action, je vous ai dit, cette histoire d'accepter, d'intégrer, ça s'est fait 20 ans après, mais le fait d'être en action, ça a amené le reste, et ça a permis de tout reconstruire ensemble, de tout reconstruire autour. Et ça, je crois, le coach, on a des mises en action, on a la possibilité. Je l'ai vécu, mais il ne faut pas aller loin, je l'ai vécu. Quand je suis revenu d'Afrique, ça c'était après mon accident, quelques années, je suis revenu en Belgique et je ne savais pas où aller. Et j'ai été voir un coach, il s'appelait Bernard de Cagnières. Et après 2 séances, il m'a dit, mais Jean-Luc, tu es coach. Il n'est pas venu me dire, ah, tu as un super objectif, Jean-Luc, toi, tu vas gagner ceci, tu vas arriver à ça. Non, il m'a dit simplement, tu es coach. Et avec ça, je me suis mis en action. Vous avez le résultat, il est devant vous. J'ai commencé les cours, etc. Et j'ai trouvé ma voie parce que je me suis mis en action sur une base. J'ai avancé. J'ai pas travaillé qu'un objectif. C'est simple, j'en avais pas. Un autre exemple, c'est que j'ai suivi la formation en coaching de gestion et j'hésitais, je me sentais pas vraiment coach, je me sentais pas prêt et je savais pas trop quoi faire avec tout ça, avec mes doutes. Et j'ai eu un coach mentor, un certain Jean-Pierre Becquier, que je salue s'il est avec nous, et qui un jour m'a dit, mais Jean-Luc, tu as des doutes, tout ça, tu sais pas quoi, ben, moi j'ai un défi à te mettre. Tu vas prendre tes doutes, tu vas me mettre à poil et tu vas faire une conférence devant tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai relevé son défi et je me suis retrouvé au téléphone comme ça avec Nadine, c'était en 2009. Et j'ai fait la première conférence de ma vie et j'ai parlé de moi, j'ai eu des retours. Et il m'a ouvert une porte. Maintenant, je fais régulièrement des conférences. Maintenant, je me retrouve même invité à des colloques, à des échanges. Et donc, cette mise en action m'a ouvert une porte, m'a donné un sens, m'a permis plein de choses. Donc, pour moi, le coach, on a les outils pour ça, pour mettre en action. Il suffit d'aller voir ce que la personne a en elle. Et tant pis si elle ne sait pas où elle va, aller voir au fond d'elle. Et ça, on a tout ce qu'il faut. Et dernier outil qui me paraît important, si je suis au niveau timing, oui, je crois que ça va, c'est la créativité. C'est fondamental. Un coach, on apprend à se dire, OK, j'accueille mon coaché et je ne sais pas où je vais aller avec lui, mais je vais y aller, je vais l'accompagner. Et ça, c'est fondamental parce que je l'ai expérimenté aussi. Vous imaginez, après mon accident, j'ai cherché un emploi, j'ai voulu travailler. Vous imaginez un peu la tête,
j'arrive devant quelqu'un de ressources humaines. Wow, j'ai dit, oui, je suis ingénieur agronome. Ah, le mec génial, diplôme universitaire, super, je note. 40 ans, waouh, homme d'expérience, c'est bon, ça m'intéresse. 15 ans d'expérience comme entrepreneur pour les Nations Unies, waouh, c'est chouette. Puis je lui dis, je suis aveugle. Oh, où est-ce qu'il met ça dans ses cases, dans son ordinateur? Il n'y a pas, il n'y a pas, ça n'existe pas un parcours pareil. Donc il faut être créatif, il faut aller chercher ailleurs. Notre homme d'affaires aussi, ah, ça fait 40 ans que je travaille dans la même boîte, mais on m'a foutu à la porte. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le RH? Il n'y a pas. Donc il faut aller vers quelque chose d'autre. Il faut aller vers la créativité. On n'a pas le choix. Et d'office vers quelque chose qu'on ne sait pas où on va. Ça, c'est clair. Et ça, c'est important. Et ça, les gens qui travaillent sur les neurosciences vous diront qu'en fait, c'est presque obligatoire. Parce que quelqu'un qui a eu un accident, qui a eu un traumatisme, ben, tous ses repères, son cerveau reptilien, son cerveau limbique et tous ses apprentissages volent en l'air. Il n'y a plus rien qui tient la route. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il n'a pas le choix. Il doit être dans son cortex, dans son préfrontal. Il doit être dans la réflexion. Il doit être dans l'imagination. Il doit être dans la créativité. Il n'a pas le choix. Il va y aller. Et ça, le coach peut accompagner là-dedans et s'ouvrir à tout. Donc, c'est ouvrir toutes les portes. Donc, ma conclusion est celle-ci. Oui, je crois qu'il y a 20 ans, si j'avais rencontré un coach, ça aurait été plus créatif, plus important que ce que j'ai vécu. Oui, le coach a les outils pour arriver, j'en suis persuadé, et tant mieux s'il y a des critiques, ça. Et je le vis déjà, je commence déjà vraiment à travailler avec des personnes qui perdent la vue ou qui ont perdu la vue, parce que bon, ben voilà, mon parcours appelle ces gens-là, mais je suis ouvert à tous les traumatismes. Là, au mois de février, je devais travailler avec l'Office national des aveugles, on va faire du coaching de groupe, on va faire travailler ensemble sur la résilience, sur les différentes étapes, sur l'identité, ce que je vous ai parlé, les relations avec les autres, comment je vis ça, et je vous prie de croire que je vais les mettre en action. Ça va être mon objectif. Donc, je vous invite à ouvrir les portes aux infranchissables, et pour moi, je vois deux conditions principales, c'est être d'accord avec la personne qui vient avec un objectif qui n'en est pas un. C'est je suis dans le brouillard, je suis dans le noir complet, je ne sais pas où je vais. Et tant pis s'il n'y a pas d'indicateur, et tant pis si le simple enjeu, c'est vivre simplement. Et de les accueillir comme ça, et de les mettre en action. Et pour terminer, je vais vous donner une image d'agronome. Si vous voyez vos clients comme un arbre, comme une plante, vous voyez quoi? Je suis sûr que presque tous, si je vous demande de dessiner un arbre, vous allez me dessiner un beau tronc avec des feuilles. Et en tant que coach, vous allez voir les feuilles qui vont vers l'objectif, qui vont vers le soleil, qui vont vers un objectif précis, vers le meilleur. Et vous oubliez quelque chose, c'est qu'un arbre, c'est comme un iceberg. Il y a une toute petite partie à l'extérieur, mais dans un arbre, on estime qu'il y a à peu près 60% dans la terre. Les racines, elles sont fondamentales. Et c'est quoi une racine? C'est d'abord un tout petit fil, un petit cheveu qui avance dans le noir. Il ne sait pas où elle va, la racine, mais elle avance, elle se développe. Et qu'est-ce qui se passe quand elle rencontre un caillou, la racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à côté. Elle se pose pas de questions. Ou même mieux, quand elle arrive devant un mur, et tous les gens qui ont mis des arbres à côté d'une maison le savent, qu'est-ce qu'elle fait, la racine? Elle trouve la faille dans le mur. Et puis une fois qu'elle est dans la faille, elle rentre, et puis elle grandit, elle grossit, et le mur éclate. Donc moi, vous les coachs, moi je vous invite une chose, c'est quoi? Soyez la racine avec vos clients. Soyez à l'aise d'entrer les racines, parce que sans la racine, l'arbre va pas avancer, les feuilles vont pas se développer. Allez-y à fond dans l'inconnu, et s'il y a un obstacle, ben, il va éclater, il va finir par éclater un jour. Donc sentez-vous à l'aise à ça. Voilà en gros le message que je voulais vous transmettre. Alors vraiment, bienvenue aux questions, bienvenue aux échanges, bienvenue au feedback. Je crois que j'ai rien oublié, j'ai pas de notes. Comme je vous disais, j'ai parlé avec mon cœur, avec mes tripes. J'espère ne pas rien avoir oublié, mais je crois que j'ai avoir dit l'essentiel en tout cas. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Luc. J'ai appris récemment à la lecture d'un livre, on parle beaucoup du syndrome de stress
post-traumatique ou du trouble de stress post-traumatique, mais qui a l'envers de ce syndrome, de ce trouble, qui s'appelle la croissance post-traumatique. Et c'est quelque chose de bien réel, de bien documenté, qui existe. Et je pense, Jean-Luc, les exemples de résilience que tu nous as décrits aujourd'hui en sont de bons exemples. Alors, pour les participants, je vous invite à réagir, à poser vos questions. J'ai déjà une question de Manuel qui demande comment motiver un client à se mettre en action après un traumatisme lorsqu'il n'a aucune motivation. Pas évident, hein? Pas évident. Moi, ma motivation, je vous l'ai dit, c'était simplement, je veux pas que mes enfants me voient dans un fauteuil à rien faire. Il faut que je sois debout. Et je me suis juste levé. Et puis le reste est venu. La motivation, oui, c'est pas évident. Ce qu'il y a, moi, ce que j'invite à faire, c'est aller chercher derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous ai pris cet exemple un peu caricatural, mais cette dame qui aimait son chat, c'est qu'elle a de l'amour en elle, c'est qu'elle aime les animaux, c'est l'amener à aller chercher ce qu'elle a au fond d'elle. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la faisait vivre avant le traumatisme? Il y a eu une vie avant le traumatisme. Il y a des choses qui la faisaient bouger. Et alors, c'est pas évident parce que moi, qu'est-ce qui faisait bouger? C'était la vie, c'était le grand air. Il a fallu aller chercher ce qu'il y avait derrière ça. Et c'est ce que, par exemple, cet ami coach a été chercher. Il a été chercher dans mon attitude. Pourquoi est-ce qu'il a dit, Jean-Luc, tu es coach? Parce que je travaillais, par exemple, au Rwanda. Moi, j'étais universitaire, beau diplôme, et je travaillais avec des paysans. Et j'avais une vingtaine de paysans. Il y en a un qui savait lire et écrire. Tous les autres n'avaient pas de diplôme. Mais malgré ça, j'étais à leur écoute. Et il m'a révélé ça. Donc, il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais vu, même quand j'avais mes yeux. Et ça m'a aidé. Il a été chercher ça. Et c'est ça qui m'a motivé, qui m'a amené vers d'autres chemins. Donc, c'est un travail d'exploration. C'est aider la personne à voir ce qu'elle ne voit pas. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Et ça peut prendre du temps et c'est trouver ça. Et peu importe ce que je disais, ce qui est important, c'est d'aider la personne à se mettre en action et accueillir, peu importe l'action. Peu importe ce que c'est, même si c'est futile, si c'est n'importe quoi, ne fût-ce que ranger les choses, je sais pas. C'est l'aider et le soutenir à fond dans tout ce qui est mis en action. Et peu importe quoi, parce qu'après elle va construire. Je vous ai dit, moi j'ai fait plein de choses qui servent à rien, qui ont été à la poubelle, mais peu importe. C'est là, ils ont été importants. Là, je sais pas si j'ai répondu, mais c'est un travail, c'est pas facile, hein, ça c'est clair. Il faut aller chercher derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Et parfois, l'action, c'est le meilleur remède contre la procrastination, contre la peur. C'est vraiment le meilleur remède contre la peur, c'est de passer à l'action. Tout à fait. Et tu guéris rien, mais tu construis, ça fait partie là. Et ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais peu importe, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Et c'est vrai que c'est le plus dur, c'est les premières actions, mais après ça s'enchaîne. Il y a un détail que j'ai oublié de dire, au niveau action, par exemple, quand je disais au niveau que mes 5 besoins identitaires étaient comblés, moi, le problème que j'ai maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai à la limite trop d'actions et qu'un jour, je devrais peut-être dire, par exemple, à mon ONG, je dis, écoutez, je me retire parce que j'ai trop, je peux pas m'en occuper. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Maintenant, j'ai trop de choses. Mais enfin, c'est jamais tant. Mais et tant mieux. Merci, Jean-Luc. On a Pierre de la Colombie-Britannique qui nous dit merci beaucoup pour les outils, c'est très inspirant. Manuel confirme que c'était une super réponse, merci. Il y a Laurier qui demande pourquoi certaines personnes ont plus de résilience que d'autres. Voilà. J'ai pas vraiment de réponse à ça parce que c'est un travail. Je sais pas s'il y a plus de résilience parce que il y a plein d'exemples hein, comme ça. C'est mon parcours est loin, très loin de exceptionnel. J'allais dire malheureusement parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes. Je crois qu'il y a quand même au départ une attitude. Moi, j'ai quand même toujours une attitude constructive, positive. C'est vrai que la personne qui voit tout en noir, c'est peut-être plus difficile. Je vous ai dit, il y a le blocage. La personne qui se montre comme victime, ça c'est clair, elle ne peut pas aller vers la résilience.
parce que c'est la faute des autres et elle va pas se mettre en action. Et pour moi, ça, c'est un obstacle majeur qui ferait peut-être qu'une personne ne suit pas ce parcours. Moi, je crois que ça, c'est vraiment la raison principale qui peut être un blocage au niveau de la résilience. Euh, ce que je vis, oui, moi j'ai mis une certaine période pour le vivre, d'autres vont peut-être aller beaucoup plus vite pour le vivre. Ça c'est clair, il y a pas de règle. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est surtout une attitude de départ. Quelqu'un qui sera plus optimiste, qui sera dans l'action. Moi, c'est pas pour rien que je suis ingénieur agronome, c'est parce que j'étais dans l'expérimentation, j'étais dans l'écoute de la nature. Et ça m'a aidé peut-être plus que quelqu'un qui est dans le conceptuel, dans le purement réflexion. Je sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse. Puis c'est un pourquoi, alors là, je peux pas répondre. Je termine le livre Fearless Leadership de Carrie Lawrence, qui est la première pilote de la marine américaine, la pilote de chasse de la marine américaine, qui a vécu différents traumatismes, qui a vu ses collègues vivre certains traumatismes, perdre la vie, et ainsi de suite. Elle parle effectivement de cette attitude à percevoir la situation, non pas comme je ne peux plus faire ceci ou cela, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, se questionner, essayer, tester. Puis elle parle de son cousin, entre autres, qui a perdu les 2 jambes en Irak et qui se préparait, quand elle a écrit le livre, pour les Paralympiques. Oui, excuse-moi Dandy, tu touches 2 points importants, c'est vrai, qui me viennent en t'écoutant. C'est une attitude importante, c'est se donner le droit à l'erreur, le droit à l'essai. Et j'essaye. Et tant pis si je me plante après, tant pis si je me trompe sur un mur, ben il suffit que je ferai un pas à côté et je le dépasserai. Ça c'est clair. Ça c'est une chose très importante, se donner le droit à l'erreur, le droit à l'essai. Et deuxième chose qui me paraît importante, qui me vient aussi, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Quand j'ai dit, tiens, ben, je vais peut-être essayer la guitare, mais j'ai dit ça à mon épouse, le lendemain, on était dans un magasin, on achetait la guitare. Oui, c'est fondamental. Et elle savait pas non plus où j'allais avec cette guitare, qu'est-ce que j'allais en faire. Mais voilà, elle était là et ça, c'est fondamental aussi. C'est l'entourage aussi. Parce que se retrouver seul comme ça avec un traumatisme, il faut que l'entourage suive. Jean-Luc, on viendra peut-être à cette musique. J'ai quelques partages des participants. Il y a Julie qui te remercie pour la belle image de l'arbre et Odile qui poursuit, qu'elle adore la métaphore de la racine, qui trouve son chemin dans le noir, qui passe à côté, fait sauter le mur, c'est très précieux pour elle. Et moi, je vais ajouter que nos racines, c'est ce qui nous nourrit aussi. C'est par là que l'arbre se nourrit. Laurier te remercie pour ta réponse. Ildico dit « Cher Jean-Luc, vous êtes tellement inspirant, vous m'avez profondément touché. Il n'y a pas de coïncidence, vous faites maintenant également partie de ma bonne étoile. Merci de votre authenticité, de votre force, de votre ouverture au monde, à l'humain et à la vie. » Il y a Jean qui dit merci également pour ce beau moment très inspirant. Il dit tu es très grand. Stéphane, que tu connais, j'imagine. Chacune de tes paroles nous rappelle que la vraie clairvoyance se situe dans le cœur. La capacité de résilience n'est-elle pas directement dépendante de la possibilité d'écouter son cœur? C'est une question. C'est une question. Je sais pas. C'est une question. Qu'est-ce que tu en penses? La capacité de la résilience n'est-elle pas directement dépendante de la possibilité d'écouter son cœur? Ça, il est certain, et là je vous parle toujours au niveau personnel, hein, je suis pas là pour de faire des généralités, mais il est clair que oui, c'est clair que j'écoute beaucoup plus mon cœur maintenant qu'avant. Avant, j'avais un coup de cafard, je montais sur ma moto et puis je roulais 1 heure et puis je revenais, il était passé. Maintenant, je l'écoute.
Et tout à l'heure, si j'ai craqué, c'est parce que voilà, je suis à l'écoute de mes émotions beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est clair. J'ai appris, quand on se retrouve dans un lit d'hôpital pendant des jours et des jours et des jours, on apprend à écouter son cœur et on apprend à écouter l'essentiel. Je reviens à cette notion d'essentiel et écouter les quelques voix que vous avez autour de soi. Et oui, 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 tout à fait, bien sûr. Mhm. Mhm. Ah, il y a Jean-Pierre qui te dit bonjour, bravo Jean-Luc, merci pour le partage qui vient du cœur. Il y a Isabelle Lefebvre qui dit waouh, tellement inspirant de vous écouter. Je vis avec une maladie depuis 20 ans. J'ai passé différentes étapes, traumatisme, victime, passé à l'action, résilience, qui ont fini par m'amener à devenir coach. Même corps que François. Vous avez mis des mots sur ce cheminement, c'est tellement apaisant car en effet, la blessure reste ouverte même si on chemine. Isabelle, je te salue et je respecte tellement ce que tu accomplis aujourd'hui. Tu accompagnes les gens à dessiner leur mission de vie. C'est merveilleux, c'est super. Merci beaucoup d'être là, Isabelle. Il y a Mona qui dit excellente conférence. Preuve que nous sommes des êtres d'émotion qui pouvons faire la différence pour d'autres êtres d'émotion. Il dit qui dit c'est beau de voir ton émotion. Jean-Pierre qui dit il n'y a que le cœur pour avoir des idées lumineuses. C'est bien beau. Merci Jean-Pierre. Merci. Merci. Ah, bon, Marie-Noël qui dit petit clin d'œil, Nadine, je suis sur le portail de Julie. Mais c'est Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Nathalie qui dit belle conférence, très inspirante, qui nous amène à l'essence même du coaching. Tellement vrai, merci. Bon moment de vérité. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci pour ce partage très inspirant. Difficile de se déconnecter. Il nous reste encore 5 minutes officielles, mais on va poursuivre s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Catherine a une question. Elle demande dans quelle mesure le pardon a son espace pour augmenter la résilience? Ah, alors là, oui. J'essaie d'être bref parce que c'est une grosse réflexion. Moi, je suis pas rentré dans les détails, mais voilà, je suis tombé au mauvais endroit et c'est quelqu'un qui m'a tiré une balle dans la tête à bout portant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La réponse que j'ai, et je l'ai eu il y a pas tellement longtemps, c'est un journaliste qui a écrit, dont la femme a été tuée lors des attentats à Paris et qui s'est retrouvé avec un enfant de 6 mois dans les bras. Et il a écrit un article dont le titre je trouve extraordinaire, qui est « Vous n'aurez pas ma haine ». Et qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Il dit « Ces terroristes qui ont tué sa femme, ben, ils n'auront pas sa haine parce qu'il ne va pas donner son énergie à ça. » Alors, moi, je n'ai pas pardonné parce que les gens qui m'ont tiré dessus, ils m'ont pas demandé pardon. Et je m'en fous, j'ai autre chose à faire. J'ai pas de haine, j'ai pas de vengeance. Je suis retourné au Burundi 2 ans après et l'armée était au pouvoir, donc j'ai pas pu faire de justice, j'ai pas pu demander justice. Et en fait, quelque part, c'est un service qu'on m'a rendu parce que j'ai pas dû poursuivre ces gens. Et ils sont quelque part, je m'en fous, j'ai autre chose à faire. Il y a autre chose à faire que de porter la haine, il y a autre chose à faire que porter la vengeance. Il y a des gens aimés, il y a des choses à faire, il y a des actions à bouger. Et voilà, j'ai décidé je vais caractériser, mais de pas me battre contre la connerie, de pas attendre des pardons, de demandes de pardon, quoi. J'avance. Et tant pis si demain je croise la personne qui m'a tiré dessus, c'est son problème. Il s'est même pas tiré, il s'est même pas tué quelqu'un. J'ai autre chose à faire que ça. Donc j'ai pas besoin de pardonner. Il m'a pas demandé pardon. J'ai autre chose à faire. Donc c'est vraiment quelque chose dont je me suis tout à fait détaché. Et je crois que c'est important parce que porter la vengeance, porter la haine, c'est trop lourd. Il y a autre chose à faire. Il y a à mettre ses énergies ailleurs. Qu'en est-il de la bienveillance envers soi-même? Je dirais, là, ce qui me vient en tête, c'est quoi? C'est de se donner le droit à l'erreur, se donner le droit à hésiter. J'ai dit, quand on a vécu un traumatisme, d'office, on va vivre un parcours qu'on connaît pas, on sait pas où on va. Et c'est être bienveillant, c'est être indulgent
avec soi. Et l'idéal, c'est vraiment d'être entouré aussi de personnes qui sont indulgentes, parce que voilà, et d'être indulgent aussi. Tu parles de bienveillance avec soi-même, je crois que c'est important la bienveillance avec les autres, parce que quand on vit quelque chose comme ça, bon moi c'est extrême, peut-être le handicap, mais c'est les autres aussi savent pas ce qu'il faut faire, et on est tous dans l'inconnu, et donc on doit se faire bienveillant Mm. soi-même et aussi bienveillant avec les autres, parce qu'ils sont aussi dans les difficultés que vous-même. Donc, oui, je sais pas si voilà la première chose qui me passe en tête quand tu parles de bienveillance envers soi-même, c'est Mhm. oui, ce droit à l'erreur, ce droit au piétinement, ce droit, oui. Il y a Odile qui demande le titre du film et où se le procurer. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y, vas-y. Donc, le film s'appelle Nawewe, N-A espace W-E-W-E. Je ne sais pas où on peut se le procurer, mais peut-être une petite soirée popcorn entre amis, entre coachs, pendant l'hiver, peut-être vers le printemps. Ça vous dirait? Ça te dirait, Jean-Luc? Oui, moi volontiers, avec tout Oui, suivi d'une petite causée. Maintenant que je l'ai dit publiquement, il va falloir qu'on le oui, fasse. Hein? t'es Va coincé. falloir. Ça fait longtemps qu'on veut le faire, que je veux le faire. Euh, Tu vois, les donc, mises en action, ça Odile, marche, hein. oui, 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 c'est ça. Odile, on te tient au courant. En fait, tous vous, on vous tient au courant. Elle dit également qu'elle est très touchée, qu'elle a senti l'authenticité. Marlène te remercie de ta générosité. Tu es une grande personne inspirante. Alexis qui dit le coaching est pour moi une belle source d'apprentissage au quotidien, mais aussi une source de magnifiques rencontres. Merci Jean-Luc pour ces moments partagés généreusement. Je vais faire une pause de vos commentaires et je vous reviens simplement pour vous rappeler d'être avec nous pour la prochaine téléconférence du mois. Et là, j'ai caché mon écran, je dois le retrouver, qui va avoir lieu en janvier. Je vous donne le thème et la date exacte. Donc, on parle du 18 janvier. Ce sera Lucille qui vous accueillera. Et le thème, c'est comment vos préjugés nuisent à la croissance de votre entreprise. Et c'est Geneviève Deshôtels, une autre collègue, qui va nous présenter ça. Donc, on n'a pas fini encore, Jean-Luc. Oui, Vas-y. oui, moi j'aimerais bien te faire un petit mot de conclusion parce que il y a certainement des gens. Moi je suis prêt à Oui. rester bien entendu, mais il y a certainement des gens qui vont partir. J'y Mm-hmm. vais? Oui? Vas-y. Alors, en conclusion, évidemment, comme tout coach qui se respecte, je vous invite à réfléchir vous avez parlé beaucoup d'inspiration. Merci hein, pour tous ces remerciements. J'avais parlé de reconnaissance, j'en demandais pas tant. Merci beaucoup, ça touche toujours. Et oui. J'arrête là parce que je craque. Donc, merci pour tout. Donc, si je vous ai inspiré sur des idées, mettez-vous, je vous invite à vous mettre en action, à en faire quelque chose et n'attendez pas demain. Il y a une grande longue nuit qui vous attend. Passez à l'action, faites-en quelque chose et ça peut être un petit quelque chose. Faites-le, essayez-le et passez à l'action. Je crois que c'est important. C'est une nuit aujourd'hui. J'ai appris, si je peux vous mettre sur une piste, j'ai appris qu'en fait aujourd'hui c'est la journée de l'orgasme. Donc si ça donne des idées. On va passer à l'action sans aucun problème. Voilà, je vous invite à passer à l'action. Alors, pour, pour terminer, oui, l'humour aussi, hein, c'est important au coaching parce que ça permet d'être dans le frontal et dépasser les choses. Donc, n'hésitez pas à l'humour. Dernier petit partage que je voulais faire avec vous, pour vous laisser partir sur quelque chose aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qui était important, ce qui était primordial, de l'essentiel que les personnes, que beaucoup de personnes arrivent à vivre. Alors, je vais vous partager un de mes essentiels. Un de mes essentiels, c'est de me dire que, ben oui, je suis une petite goutte d'eau au milieu de l'océan. Oui, on est des hommes, on n'est rien sur la Terre au niveau temps, au niveau espace. Mais se dire que cette petite goutte d'eau peut vibrer et peut faire vibrer des gouttes d'eau autour de soi,
Pour moi, ça c'est important. Et si on se disait, allez, si on est 7 milliards sur Terre, si tout le monde se disait, waouh, je vais vibrer et faire vibrer les gens autour de moi, je crois qu'on serait vers un monde meilleur. Donc, vibrer, faire vibrer même à son petit niveau, pour moi, ça c'est la construction humaine. Et ça, c'est l'essentiel. Et si vous réfléchissez bien, participer à la construction d'un être humain, vous savez ce que c'est en tant que coach, participer à la construction de quelqu'un, d'un être, et sans rien attendre de retour, en simplement dans le plaisir de donner. Vous ne croyez pas que ça s'appelle l'amour? Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Merci Jean-Luc. Merci de votre écoute. Je vais faire écho aux paroles de Daniel qui dit « Cher Jean-Luc, comme tu es inspirant, on a tous adoré ta conférence. Pas besoin de diapos, tellement touchant. Ça nous fait beaucoup de bien. Et on va tous retenir, soyez les racines avec vos clients. » Il y a Yves qui dit merci pour cette conférence très enrichissante. Le message est simple, plein de vérité, fort utile, bravo. Il y a Monique qui dit merci d'être qui vous êtes. Et bon, il y a Adil qui dit oui, ce serait génial pour le film. Et Marie-Noël qui renchérit, oui, on veut un film popcorn avec Jean-Luc. Il y a que le cœur pour avoir des idées lumineuses, c'est Jean-Pierre. Cher Jean-Luc, comme tu es inspirant, adoré la conférence. Merci, grand coach. Touché en plein cœur, c'est Hélène qui dit ça. En passant, avant que vous quittiez, j'ai mis des liens dans la fenêtre conférence pour que vous puissiez visiter différentes œuvres de Jean-Luc, son site Tandem Coach, son œuvre donne à voir, et peut-être que tu peux nous en dire un mot dans un instant, Jean-Luc. Il y a une entrevue sur SoundCloud avec Sibylle, et puis il y a la vidéo d'une entrevue également sur YouTube. Donc, Jean-Luc, si tu le veux bien, prendre quelques minutes pour nous parler de Donne à voir. Oui, là on a. Ouais. Donne à voir, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'identité. Il est clair que se dire ah je suis handicapé, c'est dur, et il est clair que au début, moi je voulais surtout pas être dans le milieu de handicap. Je voulais presque le fuir, et je voulais être voilà, continuer et vivre ma vie normalement avec les autres. Jusqu'au jour où j'étais au Burundi, justement pour le tournage du film Nawewe qui se passe au Burundi, et il y a quelqu'un qui est venu, qui avait entendu parler de moi, et qui était le directeur d'une école pour enfants handicapés de la vue. Il est venu me voir et dit voilà, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose pour nos enfants handicapés? Dites-vous bien que le handicap, c'est difficile à vivre en Europe, mais en Afrique, c'est pas évident du tout, parce que ces enfants handicapés, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? En général, les parents les cachent. Et puis, ils ont quoi comme avenir? Ben, c'est la mendicité, c'est dans la rue et tendre la main en espérant qu'il y a quelqu'un qui mette un billet dedans. Donc, la situation des enfants handicapés est très très difficile. Pour vous dire, au Burundi, il y a 3 écoles. Le pays, je sais pas, il y a combien d'habitants? Il y a au moins 5-6 millions d'habitants au Burundi. Il y a que 3 écoles pour handicapés qui accueillent peut-être maximum 100-150 handicapés de la vue. Et donc, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Et donc, ce directeur est venu me voir, et il m'a mis en action, parce qu'il m'a dit voilà, vous pourriez pas faire quelque chose? Et j'ai hésité longtemps, parce que au départ je voulais pas rentrer là-dedans, et puis voilà, j'ai été séduit. C'était quelqu'un d'action qui bougeait. Il m'a invité à visiter son école. Là, j'ai vécu un moment extraordinaire. C'était au moment du tournage de Nawewe, et il y avait la télévision belge qui était là avec moi, qui me suivait, et puis la journaliste a dit bah, tiens, il faudrait que tu nous fasses visiter l'école, qu'on visite l'école. Et alors j'ai lancé, je dis okay, ben, écoute, est-ce qu'il y a un enfant qui peut me faire visiter son école? Et j'ai visité cette école
guidés par une fille aveugle, une petite fille aveugle. Alors vous les imaginez son sourire, cette petite africaine, il va avoir un sourire jusqu'aux oreilles, qui guidait le blanc, parce qu'on a toujours une image du blanc là-bas, et qui lui faisait visiter, qui faisait toucher son lit, qui faisait toucher sa douche, qui faisait toucher son banc. C'était un moment extraordinaire. Alors voilà, j'ai décidé de créer de faire quelque chose, d'aider cette école. Alors j'ai lancé une action que j'ai appelée Donne à voir. Donne à voir, ce nom vient de mon ami Yvan, avec Yvan Goldschmidt, qui a réalisé le film, qui a tourné le film avec moi, parce qu'un jour il m'a dit, ben voilà, mais Jean-Luc, tu donnes à voir. Et je reviens à ça, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, tant mieux si je peux donner à voir. Donc j'ai gardé ce nom pour cette action. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on aide ces enfants, on aide l'école. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben j'ai été là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait le tour du Burundi en tandem avec ma fille, dans le cadre d'une émission radio de la radio belge. Et puis on a amené alors on a récolté des fonds ici à la commune de Berkem. On a acheté des instruments de musique, on leur a offert des instruments de musique. Maintenant c'est génial parce que pour ces enfants, ils sont géniaux au niveau musical. Et ils vont tous les dimanches, ils vont animer les messes, ils vont animer les fêtes, et ça leur donne une ouverture. Et c'est fondamental pour eux. Ils sortent de leur petite école d'internat. Ensuite, le directeur m'a dit, mais on n'a pas assez d'argent. Mais j'ai trouvé des fonds, on a créé un poulailler. Et leurs enfants, ça leur donne un métier. Ils apprennent à nourrir les poules, ils vendent des œufs. Et puis voilà, ça fait des rentrées d'argent pour l'école. Il m'a dit aussi maintenant, ah oui, le gouvernement burundais a dit, oui, on peut faire 3 années secondaires, mais on donne 3 années, on donne les professeurs à ceux qui ont des locaux. Ils n'avaient pas de locaux. Ben, j'ai lancé des actions, j'ai été chercher des fonds à gauche, à droite, et ça y est, depuis le mois de septembre, les 3 classes sont finies. Elles accueillent 85 enfants, dont 16 handicapés de la vue. Et donc, c'est que cette petite merci Nadine. On a le son. Vous avez les enfants qui chantent. On a fait un CD avec eux. Ils chantent. Ils ont fait une superbe chanson. On a fait un clip que vous pouvez voir. C'est vrai sur Internet. Et je croyais que c'était YouTube qui se mettait en route tout seul. Et, oui. Et c'est génial parce que ce petit internat qui était fermé avec des enfants handicapés, maintenant c'est eux qui accueillent les enfants des villages voisins pour ces 3 années secondaires. Et ils se mélangent. Et alors ce qui est génial, et ça je suis très content, c'est qui est le premier de la classe. Il y a une classe où ils sont 33 élèves. Ils sont à 5 handicapés de la vue, et c'est un handicapé de la vue qui a perdu la vue à 6 ans d'une maladie, on ne sait pas quoi, qui était battu par ses parents. Ben, il est premier de classe. Et lui, il ne voit pas, il est devant tous les autres. Ça, c'est génial. Donc voilà, j'assume mon rôle au milieu des personnes handicapées, cette action. N'hésitez pas, il y a un site, il y a une page. Oui, ben, je fais de la pub, hein, on est bientôt Noël, il y a moyen de faire des dons, on a ouvert un compte PayPal. N'hésitez pas à aider, ça va tout de suite, ça va aux enfants et ça répond à leurs besoins. Je suis à leur écoute, c'est en fonction de ce qu'ils ont besoin et pas en fonction de ce qu'on décide qu'ils pourraient avoir besoin là-bas. Merci Nadine d'avoir donné cette possibilité de partager. Merci beaucoup et sur ce, je tiens à te remercier sincèrement Jean-Luc et à vous tous participants, on va vous laisser avec Comme et les autres qui est une œuvre de ces enfants. Alors, et passez un merveilleux temps des fêtes, joyeux Noël, on se retrouve en 2018 et c'est là qu'on vous souhaitera bonne année. Merci à vous tous et joyeuses fêtes à tous dans la paix. Donnez-nous les occasions, donnez ou validez. Nous voulons que notre ouaille soit respectée. Voilà. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur YouTube. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nadine pour la sono. Je ne savais pas tes talents de DJ. Merci à tous. Merci, au revoir.